Alors, bonjour tout le monde. Il est midi. Nous allons donc commencer ce midi-conférence sur l'intervention de l'État, dans lequel nous allons avoir non pas une présentation, mais deux présentations. Alors, dans un premier temps, nous allons avoir une analyse évolutive des inégalités de revenus au Québec, plus particulièrement, mais on va aussi ouvrir les horizons. Cette conférence-là sera donnée par François Delorme et Camille Lajoie. François est professeur associé et chercheur de longue date à la chaire en fiscalité et en finances publiques. Camille est également chercheur à la chaire et actuellement doctorante. Suivra en deuxième partie une présentation sur l'analyse comparative de la distribution au sein des grandes régions au Canada là, ou des grandes provinces. Et cette présentation-là sera faite par Clément Carbonnier, qui a été professeur invité à la chaire en fiscalité et en finances publiques durant la période 2019-2020 et qui est actuellement professeur à l'Université Paris 8. Donc, on va donner 20-25 minutes par conférence. On va débuter donc par celle de François et de Camille sur l'évolution des inégalités, de comment ça fonctionne. Donc, je vais laisser, sans plus tarder, je leur laisse la parole et la présentation devrait apparaître sous peu. Alors, Absolument, je me charge de ça. Je suis en train d'ouvrir ça à l'instant. Et voilà. Alors, pendant que Camille installe ça, je peux juste vous dire, si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte de discussion, puis en fin de présentation, on pourra partager les questions entre les conférenciers. Alors, bonne conférence. Je crois que c'est Camille qui commence. Absolument. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui à ce midi-conférence sur les inégalités de revenus. François et moi sommes très heureux de pouvoir vous compter parmi nous aujourd'hui et d'être en mesure de vous partager les fruits de notre travail sur les inégalités de revenus au Québec. Simplement pour vous faire une petite nuance, Luc, je ne suis pas doctorante, malheureusement. Je suis étudiante à la double maîtrise entre la London School of Economics et dans le fond, l'Université de Toronto. Donc, juste pas doctorante. On veut remettre les pendules à l'heure pour être certain. Simplement aussi noter que les résultats qu'on vous présente aujourd'hui sont disponibles sous forme de rapport de recherche qui sera publié aujourd'hui à la chaire. De plus, ce rapport agit comme une série, le premier d'une série de deux. Le deuxième qui va présenter les résultats que l'on tire de notre analyse sur des comptes nationaux distributifs, qui va être rédigé en concert avec le Laboratoire des inégalités mondiales. Ce deuxième rapport devrait être disponible, on l'espère, vers la fin de l'année. La présentation va se dérouler sous 4 volets. On débute par vous faire part des motivations qui ont poussé cette étude. Ensuite, on vous présente les résultats qui sont tirés des coefficients de Gini et de l'indice de Palma pour le Québec. On poursuit en vous fournissant un portrait des résultats qui sont tirés de l'analyse par centile de la distribution des revenus au Québec. Et finalement, on va conclure avec une analyse comparative des inégalités de revenus pour le Québec, l'Ontario et le Canada. Lors de nos recherches sur les inégalités de revenus au Canada, en collaboration avec le Laboratoire des inégalités, nous avons remarqué que très peu de données sur les inégalités de revenus étaient disponibles au niveau provincial. La plupart des données qui étaient disponibles provenaient des indices synthétiques comme le coefficient de Gini ou les indices calculables comme l'indice de Palma. La chaire en fiscalité et en finances publiques nous a donc mandaté d'étudier l'évolution des inégalités de revenus au Québec pour la période 1982 à 2019. Il est à noter que notre analyse se concentre principalement sur la période 1982 à 2019, malgré la disponibilité de données allant jusqu'à 2020 et 2021. On justifie ce choix par la présence de phénomènes hors du commun qui ont mené à une diminution éphémère des inégalités de revenus durant la pandémie de COVID-19. Notre étude comprenait 2 objectifs principaux. Notre premier objectif était de comparer les résultats des différentes mesures d'inégalité de revenus pour le Québec afin de valider l'utilisation des indices de Palma et de Gini au niveau provincial. Notre second objectif était d'effectuer une analyse comparative de l'évolution des inégalités avec l'Ontario et le Canada, et ce pour l'ensemble des mesures présentées. Le moment que vous attendez tous, la première partie des résultats tirés de notre étude, soit les résultats qui sont tirés des indices synthétiques permettant de mesurer les inégalités de revenus.
Les deux indices synthétiques étudiés dans le cadre de cette étude sont le coefficient de Gini, qui est l'indice le plus répandu, et l'indice de Palma. Commençons rapidement avec le coefficient de Gini. Je vous épargne tout ce qui est les détails théoriques derrière cet indice, mais on va quand même passer un court moment à comprendre comment l'interpréter. Le coefficient de Gini prend une valeur entre 0 et 1. Un pays quelconque ayant un coefficient de Gini de 0 connaît une situation d'égalité parfaite, signifiant que chaque individu dans la société reçoit le même revenu. Dans un autre pays dont le coefficient de Gini serait de 1, vit dans une situation d'inégalité parfaite, ce qui signifie qu'un seul individu détient l'ensemble des revenus d'un pays. Ainsi, plus la valeur du coefficient de Gini est élevée, plus les inégalités de revenus au sein d'un pays sont également élevées. Il est à noter que le coefficient de Gini est utilisé à travers le monde pour effectuer des comparaisons entre les différentes juridictions pour évaluer le niveau des inégalités, mais aussi l'évolution des inégalités. Notre deuxième indice, soit l'indice de Palma, est un indice un peu moins répandu vu sa création plus récente en 2013, même qu'il n'est pas directement calculé sur nos sources de données traditionnelles telles que Statistique Canada ou l'Institut de la statistique du Québec. Certaines manipulations sont ainsi nécessaires afin d'obtenir cet indice, bien qu'elles soient très simples. Je ne vous ai pas encore éclairé sur ce qu'est l'indice de Palma. Donc, cet indice est le ratio de la part des revenus qui sont détenus par les 40 des plus nantis, divisé par la part des revenus qui est détenue par les... je me reprends. C'est la part des revenus détenus par les 10 des plus nantis, divisé par la part des revenus détenus par les 40 des moins nantis. Donc, autrement dit, si on reformule, on étudie l'ensemble des revenus qui sont étudiés par les 10 des plus nantis sur l'ensemble des revenus qui sont détenus par les 40 des moins nantis pour une année donnée particulière. Ainsi, un indice de Palma de 3 signifie que les 10 les plus riches détiennent 3 fois la part de revenus détenus par les 40 les moins nantis. Et donc, on en conclut qu'une valeur croissante de l'indice de Palma indique également une croissance des inégalités de revenus. Il faut juste se rappeler également que puisqu'on utilise un ratio, l'indice de Palma se concentre sur les extrémités de la distribution et ne tient pas en compte le centre de la distribution. Vous avez devant vous un graphique représentant l'évolution du coefficient de Gini au Québec entre 1982 et 2021, et ce pour 2 définitions de revenus. Prenons un petit moment pour se rappeler c'est quoi les définitions du revenu qui sont présentées ici. Le revenu du marché comprend l'ensemble des revenus qui sont tirés de l'emploi, des placements et des régimes de retraite. Pour sa part, le revenu disponible, c'est le revenu après impôts et transferts. Donc, dans le cadre de notre étude, le concept du revenu disponible est plus pertinent puisqu'il tient en compte des impacts de la fiscalité et des transferts. Il est à noter que nos différentes définitions de revenus comprennent également les gains en capital. Donc, en analysant ce graphique, on remarque une augmentation du coefficient de Gini selon le revenu du marché, donc la petite courbe bleu pâle, sur l'ensemble de la période étudiée, avec une augmentation plus importante notée lors de la pandémie. Autrement dit, on constate une augmentation des inégalités de revenus en ce qui concerne le revenu du marché, ce qui est assez standard dans le monde des inégalités. Le revenu disponible, pour sa part, connaît des variations qui sont plus subtiles. En effet, entre 1982 et 2019, on observe une augmentation des inégalités de 3,3 sur quand même une période de 37 ans. Donc, autrement dit, les inégalités ont connu comme une très légère augmentation entre 1982 et 2019. Cependant, lorsqu'on étudie les variations pour les périodes 1982 à 2020 ou 1982 à 2021, les inégalités semblent avoir connu une légère diminution qui pourrait être temporaire. On n'a pas encore les données pour 2022, alors nous allons voir lorsque celles-ci vont sortir, vu l'injection massive de transferts gouvernementaux lors de la pandémie. L'indice de Palma, pour sa part, mène à des conclusions qui sont très similaires au coefficient de Gini, soit une augmentation des inégalités selon le revenu de marché. Et en ce qui concerne le revenu disponible, les conclusions diffèrent selon la période étudiée, donc selon si on prend l'année finale de 2019, 2020 ou 2021. Donc, pour le revenu de marché, on constate une augmentation flagrante, surtout jusqu'à la fin des années 90, où pendant un moment, les 10 des plus nantis avaient des revenus annuels, selon la définition du revenu de marché, je le rappelle, près de 3 fois supérieurs aux 40 des moins nantis. On observe ensuite une période de réduction jusqu'à l'occurrence de la pandémie. Remarquez l'écart entre l'indice de Palma selon la définition du revenu de marché et le revenu disponible. Les indices de Palma pour le revenu disponible sont quasiment 3 fois plus
faibles que ceux pour le revenu de marché, sous-entendant que le système d'imposition et les transferts gouvernementaux jouent un rôle crucial dans la redistribution des revenus. L'indice de Palma, sur la base du revenu disponible, connaît les mêmes variations que le coefficient Gini. Je ne vous apprends rien de nouveau, soit une augmentation des inégalités lorsqu'on considère la période 1982 à 2019 et une légère diminution lorsqu'on considère les 2 années pandémie. Je répète depuis un moment que les variations connues par le coefficient Gini et l'indice de Palma sont très similaires. Donc, les 2 dernières diapositives, on a eu des conclusions qui étaient très, très similaires. Les figures qui sont présentées dans cette diapositive démontrent que les 2 indices qui sont normalisés, donc avec une année de base 1982. On remarque en effet que les 2 indices ont un niveau de corrélation très élevé et varient dans la même direction. Cependant, l'indice de Palma connaît des variations qui sont plus importantes que le coefficient Gini, surtout en ce qui concerne le revenu de marché, un phénomène sur lequel on va s'attarder dans quelques minutes. Les messages importants à retirer de l'analyse des indices synthétiques sont les suivants. Donc, sur la base du revenu disponible, les inégalités sont restées un peu stables depuis 1982, donc avec une augmentation lorsqu'on considère 2019 et des diminutions lorsqu'on considère 2020 et 2021. Ensuite, les inégalités de revenus ont connu une augmentation marquée sur la période étudiée lorsque l'on considère le revenu de marché. Et finalement, lorsque nous rapportons les indices sur une base comparable, donc on a vu un indice normalisé, en utilisant la définition du revenu disponible, les inégalités ont diminué au Québec depuis 1982 en se fiant aux dernières données disponibles. Je vais prendre un léger détour juste pour vous permettre de comprendre un peu quelles sont les limites qui sont connues des indices synthétiques. En ce qui concerne le coefficient Gini, ce dernier ne permet pas d'identifier la nature des inégalités. Donc, par exemple, est-ce que les inégalités augmentent parce que les plus riches s'enrichissent ou parce que les plus pauvres s'appauvrissent? Autrement dit, un coefficient Gini identique entre 2 pays, donc 2 pays qui ont le même coefficient Gini, peuvent avoir des situations de distribution des revenus qui sont complètement différentes. Par exemple, un coefficient Gini de 0,5 peut représenter une société où 50% de la population détient l'ensemble des revenus, comme elle peut représenter une société où 75% de la population se partage 25% des revenus et les 25% des plus nantis se séparent le 75% des revenus restants. Aussi, le coefficient Gini est reconnu pour avoir une hypersensibilité au centre de la distribution des revenus, même si la plupart des inégalités se produisent majoritairement dans les extrémités de la distribution. Cette limite est toutefois le parfait contraire de l'indice de Palma qui ne prend pas en compte du tout la classe moyenne ou le centre de la distribution, d'où son niveau de volatilité qui est beaucoup plus élevé aussi. Et je vais maintenant céder la parole à François qui va vous présenter nos résultats sur l'analyse par centile. Donc, François, je t'inviterai à prendre le contrôle de la présentation. Parfait. Est-ce que c'est la dernière version, ça, Camille? OK, parfait. OK. J'essaie de faire changer ici. Parfait. Alors, il y a plusieurs messages principaux à notre étude et dans les 15 dernières minutes, là, je vais essayer de les résumer à grands traits. Il y a un message pour les économistes ou les gens qui s'intéressent de plus près de façon technique aux inégalités. Et ce que notre étude montre, c'est que se concentrer sur le Gini ou le Palma gomme trop de différences, de dynamique à l'intérieur des différentes tranches de revenus. Donc ça, c'est le premier message. Le premier message, c'est le Gini, c'est bon, ça nous permet de faire des comparaisons faciles, directes, en 40 secondes, mais ça cache beaucoup de contenu que maintenant je vais vous présenter. Alors, on a fait une analyse de distribution des revenus par fractile. Ici, on utilise surtout des centiles ou dans certains cas aussi des milliles. Mais l'idée ici, c'est de diviser les tranches de revenus par part de 1%. Donc, on utilise les données de Statistique Canada. Les données étaient disponibles jusqu'en 2020 en ce qui nous concerne. Et on a utilisé, évidemment, ça c'est un point important, quand on utilise les seuils, on n'utilise pas la moyenne canadienne, mais dans le cas du Québec, on utilise évidemment les seuils de revenus par province. Donc, dans le cas de l'Ontario, c'est le seuil pour entrer dans le 1%, c'est le seuil ontarien et non pas le seuil québécois, parce que sinon, ça ne serait pas précis et la moyenne canadienne serait trop élevée. Alors,
ici, c'est des points importants. Je vois ici que ce sont des anciens chiffres, mais bon. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a deux panneaux où on voit le revenu de marché et on voit la ventilation du revenu de marché par tranche de revenus. Et ce qu'on voit, c'est, avec le revenu de marché, c'est qu'on voit qu'il y a eu une baisse dans points de pourcentage au niveau des premiers 90 percentiles, donc le 90% des revenus, et qu'il y a une ventilation différente pour les autres. Est-ce que, Camille, je peux utiliser ma propre présentation? Oui, je pense que tu peux partager. Moi, c'est la dernière version qu'on m'a envoyée ce matin, donc je ne sais pas s'il y a eu une version qui est passée. Je ne l'ai pas vue passer personnellement. OK, je vais juste utiliser mes chiffres, si ça va. OK, vous me direz si vous voyez mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que nous, on s'intéresse surtout aux revenus disponibles parce que c'est le revenu qui est utilisé, que l'on peut observer une fois que l'intervention du gouvernement est passée. Donc, quand les consommateurs décident d'acheter des choses, le revenu qui est François, pertinent. est-ce que tu peux te mettre en bas de présentation parce que c'est plus petit en ce moment. Si tu cliques sur présentation, ça va... Parfait, comme ça? Oui, merci. C'est parfait. Et donc, on se concentre surtout sur le revenu disponible. Et ce qu'on voit, c'est que de 82 à 2019, c'est qu'il y a des différences. On voit très bien que, par exemple, pour les plus riches, le 10%, le 1%, il y a eu une augmentation de la captation de 82 à 2019. Ce qui était intéressant, ce qu'on voit, c'est que on pourrait dire les riches se sont enrichis et les pauvres se sont appauvris, mais la ventilation du 0 à 90 nous montre que c'est pas le cas parce que les plus bas revenus, dans le 50% de rang centile, ont aussi eu une hausse de revenus et que c'est plutôt les gens dans le milieu du 50 à 89 qui ont accusé le coup d'une part de revenus qui a diminué de 82 à 2019. Je voudrais souligner un point que je donne le crédit à Francis Veil de la presse dans une entrevue ce matin, qui soulignait que ici, on a 82 à 2019, mais quand on sépare tout ça, on voit que les inégalités se sont accentuées surtout dans les premières décennies et que ce niveau d'exacerbation-là des inégalités diminue avec le temps. Donc, on a beaucoup d'inégalités de détérioration de 82 à 92, un peu moins de 92 à 2002, un peu moins encore de 2002 à 2012 et ainsi de suite. Et c'est un point important au niveau du choix de l'échantillon. Alors ici, on voit ici le message que j'ai mentionné là, tout à l'heure au niveau de la captation. Donc, c'est encore la même chose. C'est une histoire qu'on répète, mais ici qu'on documente avec des chiffres beaucoup plus récents. Donc, on voit, par exemple, au niveau du revenu disponible, je répète, c'est le concept de revenu que nous, on utilise et qu'on considère le plus pertinent. Ben, le 0,01% a doublé sa part de revenu, de captation du revenu de 91 à 2020. Donc, on va passer de 0,5 à 0,9. Et on voit que c'est à peu près la même chose pour toutes les autres tranches de revenus au niveau des hauts revenus. Un autre élément ici qui est important, c'est ici, on voit l'observation de ce qui se passe au niveau du 50% inférieur. Donc, on pourrait conclure en regardant le 50% inférieur, on a vu que les plus riches se sont enrichis, que ici, le 50% inférieur est passé de 20,9 à 22,5, pas une énorme augmentation. Mais si on met les deux en contraste, on arrive à quelque chose ici où on voit un genre de palma nouveau, si on veut, où on a le 1% des plus riches sur le 50% inférieur. Donc, on peut voir le ratio de comment est-ce que le 1% se compare en termes de performance et de captation par rapport au 50% inférieur. Et donc, on voit ici le point que je soulignais au niveau de la décélération des inégalités. Donc, on voit sur toute la période
qu'il y a eu une augmentation des inégalités de 52% en termes du 1% versus le 50% inférieur, mais que ce niveau d'inégalité-là, la vitesse à laquelle les inégalités se sont exacerbées a diminué. Alors, où est-ce qu'on se compare quand on veut parler d'inégalité? Eh bien, sur la base du revenu de marché, parce que c'est les seules données qui sont disponibles au laboratoire des inégalités mondiales, si on veut comparer le Québec avec d'autres pays. Alors ici, le 50% inférieur gagnait 17 fois moins que le 10% supérieur au Québec. Donc, il y avait un facteur de 17 fois au niveau des plus bas revenus par rapport aux 10%. Pour comparer, ce ratio-là, il est de 19 au Canada et de 21 en Ontario. Et c'est probablement dû au fait que les provinces comme l'Alberta, l'Ontario ont des facteurs, comme on le voit ici, beaucoup plus élevés. Sur la base internationale, sur une base internationale, le 17 du Québec se compare à un 6 suédois, à un 7 français, un 14 chinois et un 17 aux États-Unis. Donc, sur la base du revenu de marché, les inégalités mesurées par le rapport du 50% inférieur par rapport au 10% se comparent au taux américain, qui est quand même une information qu'on ne voit pas souvent. Donc, ici, les grands messages, c'est que quel que soit le concept de revenu, la captation des hauts revenus a augmenté. La part du 50% aussi a augmenté, mais à un rythme beaucoup moins élevé, pardon. Et donc, ce sont les percentiles 50 à 89 qui ont souffert d'une baisse, comme on l'a vu dans le tableau que j'ai présenté tout à l'heure. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Camille qui va nous présenter les différences interprovinciales. Absolument, François. J'ai plus accès, par contre, au contrôle, mais je vais te laisser. OK. Je serai partie à partir de ta présentation. Je te dirai à ce stade-là. Parfait. Donc, prenons maintenant quelques minutes afin de discuter l'analyse comparative des inégalités de revenus entre le Québec, l'Ontario et le Canada. Juste noter que cette section se concentre majoritairement, encore une fois, sur le revenu disponible. Donc, par exemple, pour le coefficient de Gini et l'indice de Palma ici, on vous présente des données sur la base du revenu disponible. Donc, en observant les deux graphiques qui sont actuellement sur votre écran, on remarque que le Québec, qui est représenté par les deux lignes bleu foncé, a toujours des coefficients soit de Gini ou de Palma qui sont inférieurs à ceux de l'Ontario et du Canada qui sont représentés par les lignes vertes et rouges. Les inégalités de revenus semblent être restées plutôt stables, voire même avoir légèrement diminué entre 1982 et 2021, et ce pour les deux indices. Il est également possible de remarquer que l'écart entre le Québec et les deux autres juridictions semble augmenter à partir de la fin des années 1990. Donc, on peut l'observer surtout du côté de l'indice de Palma. Là, si vous regardez un peu, on voit qu'il y a vraiment un écart qui se crée, un écart qui était plus ou moins inexistant dans les années 80, un écart qui grandit. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? C'est que selon ces indices, le Québec a fait mieux que les deux autres juridictions pour mitiger l'augmentation des inégalités entre 1982 et 2021. François, tu peux changer, s'il te plaît. Ça n'a pas changé. Voilà. Les graphiques qui sont affichés ici présentent la part des revenus qui est détenue par le 1% supérieur sur celle qui est détenue par les 50% inférieurs. Donc, le même concept que François vous a présenté il y a quelques minutes, même pas. Donc, l'analyse percentile de l'évolution des inégalités de revenus sur la base du revenu de marché mène aux mêmes conclusions que les indices synthétiques en ce qui concerne l'analyse percentile, soit que les inégalités sont plus faibles au Québec qu'en Ontario et au Canada, et que l'écart entre le Québec et les deux autres juridictions augmente à partir des années 1990, la fin surtout des années 90. Encore une fois, cela nous permet de comprendre que le Québec a mieux fait que les deux autres juridictions afin d'éviter une croissance des inégalités de revenus, surtout en ce qui concerne le revenu disponible. Puis on peut remercier ça en partie grâce aux mécanismes fiscaux, par exemple. Cependant, on remarque ici, sur la base du revenu disponible, que les inégalités se sont exacerbées sur la période étudiée. Donc, il y a eu une augmentation, là, si on regarde le graphique de droite, à l'inverse des indices synthétiques qui montraient une certaine stabilité des inégalités de revenus, voire même une légère diminution de ces derniers.
Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'analyse comparative? On doit retenir que le niveau d'inégalité est moins important au Québec qu'en Ontario et au Canada, et dans l'ensemble du Canada, peu importe la mesure utilisée, donc sur l'ensemble. Cette analyse comparative vient complémenter un peu les conclusions que l'on a tirées dans les 2 sections précédentes de cette présentation, soit que les indices synthétiques démontrent une certaine stabilité, voire même une diminution des inégalités de revenus selon le revenu disponible, encore une fois on spécifie, tandis que l'analyse percentile démontre une augmentation des inégalités de revenus sur la période étudiée. Donc, je vais laisser François conclure là-dessus. Donc, les grands messages, sur la base des indices synthétiques, les inégalités ont quelque peu augmenté au Québec de 82 à 2019. C'est ce que le Gini nous montre. Cependant, ces dernières se sont un peu résorbées là, pour les raisons que Camille a mentionnées en 2020. Sur la base des mesures percentiles, on conclurait plutôt que les inégalités se sont fortement exacerbées au Québec de 82 à 2019. Et un autre élément important là, qu'on voit moins ici parce qu'il était en jaune, mais je souligne la contraction de la part de revenus du groupe des 50-89 sur la période 82 à 2019, quand tous les autres groupes ont augmenté leur part de revenus. L'analyse comparative par juridiction, le niveau des inégalités, ça, on le répète tout le temps, que le niveau des inégalités est moindre au Québec qu'il l'est en Ontario, mais par contre, l'exacerbation depuis 82 y est également moindre, mesurée par une méthode plus granulaire. Les conclusions quant à l'évolution des inégalités sont significativement contrastées selon la méthode retenue. Je le répète, une des contributions de notre étude, c'est de montrer que le Gini ou le PALMA peut nous amener à établir des diagnostics qui sont moins fiables qu'en utilisant l'analyse par centile. Et aussi que les indices, si on a des mauvais diagnostics, c'est donc on est à considérer des politiques publiques qui ne seront pas adaptées au niveau des inégalités de revenus. Alors, merci beaucoup. Parfait. Merci à vous deux. Pendant qu'on change de présentation pour aller à celle de Clément, je vais peut-être vous poser quand même une petite question, puis je vois qu'il y a des questions qui sont dans la boîte de discussion qu'on pourra revenir à la fin de la présentation de Clément. Là, mais quand vous faites l'analyse par centile, puis vous arrivez à vos grands messages, vous faites juste des grands messages sur les revenus de marché. Mais je croyais comprendre que ce qui était le plus en tout cas, dans la comparaison avec les autres juridictions, là, vous dites au Canada, Québec 19 versus la France ou la Chine, tout ça, est-ce qu'il y aurait des messages différents si on avait utilisé le revenu disponible pour faire notre comparaison avec d'autres juridictions? Oui, mais on ne les a pas, les données au niveau international. Le laboratoire n'a fourni que des données sur le revenu de marché. Et donc, c'est pour ça pour la comparaison internationale sur le facteur d'inégalité, on gagne combien par rapport aux plus riches, on a utilisé, pour faire une comparaison, le revenu de marché. Mais pour tout le reste de l'analyse, on utilise le revenu disponible. Mais c'est seulement à ce moment-là où on utilise le revenu de marché pour se comparer avec les autres pays. Parfait. Et là, on a changé de présentation durant la discussion, puis il y avait un peu de section en jaune dans votre présentation. On va déposer sur le site la version nettoyée du jaune, évidemment, là, que vous pourrez consulter après la conférence. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Clément Carbonnier pour la présentation sur l'analyse interprovinciale de la redistribution des revenus. Comment se situe le Québec? Vas-y, Clément. Merci beaucoup. Effectivement, je me situe, cette étude qui va sortir aussi en cahier de recherche de la chaire, se situe un peu à la suite. Alors, explore un peu plus en profondeur, en fait, ce qui se passe justement entre ce revenu de marché et ce revenu disponible. Mais bon, à contrario, n'a pas toute la dimension temporelle de l'étude précédente et en fait regarde uniquement l'état des lieux récent. L'état des lieux récent, alors récent c'est quoi? Peut-être juste, je vais commencer par ça,
pour essayer de parler un peu plus des résultats après, mais je vais essayer de cadrer d'abord un peu la méthodologie et les données. Donc les données, c'est la base de données, le modèle de simulation des politiques sociales de Statistique Canada. Le dernier millésime, d'une certaine manière, pour lequel j'ai eu accès, et l'idée, c'était d'essayer de ne pas avoir des millésimes plus anciens avec des revenus modifiés imputés, mais d'avoir la vision la plus précise possible. Et donc, du coup, c'est l'année 2018. Alors, ça peut paraître un peu long, mais pour les mêmes raisons, de toute façon, je pense qu'il y a une période qui est une période trouble, d'une certaine manière, qu'on vient de vivre, et on n'a pas encore les données post-Covid. Et donc, ce sera, je pense, intéressant de voir si on est revenu à la même chose qu'avant le Covid sur ces questions de redistribution, ou si cette période-là a amené un changement plus durable. Donc ces données-là, elles présentent l'avantage d'avoir finalement sur un échantillon assez important de ménages canadiens. Donc il y a 300 000 ménages qui représentent 1 million d'individus. Donc on a beaucoup de variétés. Et on va avoir un grand nombre d'éléments dessus, donc des éléments, j'ai envie de dire réels, d'une certaine manière, tirés des déclarations d'impôts pour ce qui concerne le revenu et des données sur les demandeurs de l'assurance emploi pour ce qui concerne l'emploi, pour ce qui concerne l'assurance emploi. Et on a un certain nombre de données supplémentaires qui, là, ne sont pas, d'une certaine manière, les données réelles de ces ménages, qui sont des données réimputées à partir d'enquêtes. Donc, on a un certain nombre d'enquêtes sur le revenu, sur les dépenses des ménages, qui permettent de caractériser des types de ménages et typiquement les types de consommation et donc de taxes à la consommation payées par ces ménages, et ensuite de retrouver dans la base de données, j'ai envie de dire réelle, les ménages du même type pour leur imputer le type de consommation. Et donc ça permet d'avoir une vision assez globale de l'ensemble du système redistributif, à la fois donc les allocations sociales et les impôts pour les différents types d'impôts, à la fois provinciaux et au niveau du pays entier. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Et donc ensuite, on a un certain nombre d'informations aussi sur la localisation de ces ménages, ce qui permet, et sur la composition de ces ménages. Donc la composition, ça permet de travailler en revenu ajusté. C'est-à-dire que, en fait, d'une certaine manière, c'est essayer de réfléchir dans la redistribution en fonction du niveau de vie et pas simplement du revenu, en se disant qu'à revenu équivalent, un ménage de taille plus importante a un niveau de vie plus faible. Et donc, on fait une correction statistique à travers une échelle d'équivalence qui reporte à partir du revenu réel d'un ménage et de sa composition, le revenu ajusté qui est censé mesurer le niveau de vie de ce ménage. Et donc les données que je vais vous donner, ce que je vais vous présenter, c'est en fonction de ce revenu ajusté à chaque fois des ménages. Et puis on a aussi sur ces ménages non seulement la composition, mais aussi des données sur le lieu d'habitation, donc la province en particulier, ce qui permet justement de faire ces analyses interprovinciales, mais aussi des questions de taille d'agglomération pour voir s'il y a des différences aussi à l'intérieur même d'une province entre des ménages qui habitent des zones plus rurales ou des zones plus denses. Donc à partir de là, l'idée c'est de reconstituer non seulement la redistribution, mais aussi les différentes étapes de la redistribution. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien ou c'est trop petit, mais on revient un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. Alors ce qu'on aimerait bien, c'est d'avoir un revenu de marché et puis ensuite les différentes étapes de la redistribution, d'accord? Donc ce qui serait ici le revenu de marché, composé des revenus du patrimoine, des pensions privées et du revenu du travail. Et il y a un souci là-dedans, c'est que quelque part, on sépare les pensions privées des pensions publiques qui peuvent avoir un certain nombre de caractéristiques communes de type en fait de l'épargne, mais dans un système plutôt qu'un autre. Et il y en a une partie qui serait comptée comme de la redistribution et pas l'autre. Et puis ça aussi, ça pourrait amener à évaluer la redistribution d'une certaine manière, puisque on considérerait un revenu
avant redistribution très très faible pour les personnes retraitées et une énorme redistribution pour ces personnes-là. Donc, du coup, le point de départ choisi, mais si j'ai bien compris, c'est le même que celui de l'étude précédente, enfin, on pourra préciser là-dessus, c'est un revenu de marché un peu modifié, c'est le marché et pension, qui considère à la fois les pensions privées et les pensions publiques. Alors, il y aurait eu une autre solution qui aurait été de ne pas considérer les pensions privées. Le problème là, c'est qu'on a aussi des formes de substitution entre certains placements de patrimoine qui ne sont pas immédiatement labellisés comme de l'épargne retraite, mais qui peuvent être utilisés par les ménages comme de l'épargne retraite. Et donc, du coup, si on ne considère pas les pensions privées, on fait un autre type d'erreur de ce côté-là. Donc, le point de départ, ça va être ce point, le revenu de marché et de pension. Ensuite, la première étape de la redistribution qu'on va considérer, c'est l'assurance emploi. Et donc là, on va avoir l'ensemble des revenus de marché après et l'ensemble des revenus d'assurance, à la fois assurance retraite et assurance emploi. L'étape suivante, c'est les allocations sociales, ce qui, additionné au revenu de marché d'assurance, nous donne le revenu total. Et là, c'est quelque part le plus gros revenu. On est arrivé au maximum pour les ménages et ensuite, on va retirer des choses par les impôts. On retire d'abord les impôts directs, ce qui nous donne le revenu disponible, qui est effectivement du coup le même que celui analysé dans l'étude précédente. Donc là, on a la redistribution entre le revenu de marché de pension et le revenu disponible. Et l'avantage que nous donne cette base de données de Statistique Canada, c'est qu'on a la consommation qui est imputée. Et à partir de là, on peut calculer aussi pour les ménages, on peut estimer les taxes de vente payées par les ménages. Et donc, du coup, si on rajoute les taxes de vente, j'appelle ici prélèvement indirect, on obtient, si on les rajoute, si on les enlève en fait du revenu, on obtient le revenu effectivement consommé d'une certaine manière en retirant les prélèvements. Donc voilà, donc ça c'est les différentes étapes qui vont être étudiées. Pour donner une idée à peu près de la distribution des choses, là ici on a alors les dixièmes de la distribution des revenus, et puis tout en haut, pour séparer un peu plus, parce qu'il y a beaucoup plus d'hétérogénéité entre les ménages tout en haut de la distribution des revenus. On ne sépare plus en déciles, mais le décile du haut est séparé en deux vintiles, en deux moitiés de déciles. Les deux graphes à droite et à gauche disent exactement la même chose, mais le problème, c'est comme on a des très grosses différences de revenus, et notamment tout en haut de la distribution, ça écrase un peu le bas de la distribution et on ne voit pas bien le bas de la distribution. Donc en fait, à gauche, ici, vous avez un graphique avec une échelle linéaire de revenus, alors qu'à droite, c'est exactement le même graphique, mais avec une échelle logarithmique, ce qui permet, d'une certaine manière, d'avoir les différences de revenus ici en dollars, à gauche, pour l'échelle linéaire, et les différences de revenus en proportion à droite. Hein, et donc, finalement, en proportion, on a une croissance qui est un peu moins marquée en haut de la distribution, mais qui correspond à beaucoup de dollars, parce qu'on est à des revenus élevés. Et puis, c'est l'inverse en bas de la distribution, où on a peu de différence de revenus en dollars, mais qui correspondent à une grande proportion du revenu. Et c'est pour ça qu'on a une pente plus marquée. Mais les deux sont les mêmes, c'est juste pour permettre de mieux voir, d'une certaine manière, à droite, sur le graphique de droite en échelle logarithmique, on voit mieux le bas de la distribution, et sur le graphique de gauche en échelle linéaire, on voit mieux le haut, et puis ça permet aussi de voir les redistributions soit en dollars d'un côté, soit en proportion du revenu de l'autre. Donc l'assurance emploi, en fait, on voit que ça joue vraiment pas beaucoup, on voit à peine la différence de courbe. Par contre, si on rajoute les allocations sociales, on voit qu'il y a un effet assez fort sur le bas de la distribution, alors qui ne s'arrête pas au bas de la distribution, mais qui est surtout au bas de la distribution, et qui correspond en termes de proportion du revenu, si on prend le graphique de droite, à une grande part des revenus des ménages les moins nantis. Ensuite, on va redescendre d'une certaine manière en revenu avec le revenu disponible. Et là, on voit que c'est l'inverse. C'est le haut de la distribution qui va payer plus de revenus avec des montants assez élevés, même très élevés en dollars, mais qui, évidemment, c'est une courbe qui est moins proche en proportion du revenu dans le graphique de droite. Et enfin, le dernier point, le revenu consommé. Et là, la différence entre les deux, c'est assez connue, elle est moins différenciée d'une certaine manière. On a deux courbes bleues et vertes là qui sont pas parallèles mais
presque ou quasiment parallèles, et en tout cas en proportion du revenu, finalement, on a la courbe verte qui est plus loin que la courbe bleue sur le bas de la distribution que sur le haut de la distribution. Ça, c'est quelque chose qui est relativement connu, c'est-à-dire que dans la manière de construire des impôts, on a les impôts directs qui sont plutôt redistributifs, progressifs, et les impôts indirects qui sont plutôt régressifs. Et puis, pour regarder la redistributivité globale du système, bah, il faut faire la somme des deux. La somme des deux, et j'ai envie de dire même des trois, avec les allocations, et c'est ce qu'on va essayer de faire, mais en décomposant chaque partie ici. Donc ça, c'est un peu, on revient à ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, il faudra regarder si on a les mêmes. Alors, comme c'est pas exactement les mêmes bases, c'est pas peut-être que les chiffres sont différents, mais on voit l'évolution de différents indices. Alors, on retrouve au milieu l'indice de Gini, qui est assez similaire à ce qu'on avait dans la présentation précédente, et on voit que on a une grosse baisse de l'indice de Gini par en rouge ici les allocations sociales, et une baisse assez importante aussi, même si un peu plus faible, mais assez importante aussi par les impôts directs, et puis une légère remontée ensuite, et globalement une baisse des inégalités par la redistribution. Donc ça correspond, c'est juste un rappel de ce qui a été vu précédent. Là, c'est le taux de pauvreté. Alors, défini un peu sur le mode OCDE, c'est pas la définition de la pauvreté de Statistique Canada, c'est plus la définition de la pauvreté de l'OCDE, donc un taux de pauvreté relatif considéré comme l'ensemble des ménages qui ont moins que la moitié du revenu ajusté médian. Et là, on voit qu'il y a une très forte baisse du taux de pauvreté grâce à la redistribution. Voilà ce qu'on observe. Et puis, la part des revenus du décile supérieur, c'est aussi un des paramètres qui a été présenté précédemment. Alors, pour ensuite faire les comparaisons entre provinces, là, l'idée, alors ce tableau-là, je vais essayer de le présenter le plus clairement possible. Il y a beaucoup de chiffres. L'idée, c'est de dire, là, justement, on ne prend pas, contrairement à ce qui a été fait avant, on ne prend pas les 1% ou les 10% de chaque province. On fait des classes de déciles pour le Canada en entier, et on regarde si la proportion d'habitants d'une province est plus dans un certain décile du Canada ou dans un autre décile du Canada. Et donc l'idée, c'est que si on a des 1 partout, ça veut dire qu'on a la même proportion de ménages, et c'est en gros ce qu'on a pour l'Ontario, par exemple, on a la même proportion de ménages du premier décile canadien dans son ensemble au Canada que dans l'ensemble du Canada. Et pareil pour à peu près tous les déciles et les vintiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distribution des revenus ajustés en Ontario est très proche de la distribution des revenus dans l'ensemble du Canada. Alors, c'est un peu biaisé parce que l'Ontario est le pays qui a le plus de ménages et donc finalement qui tire aussi la moyenne canadienne vers lui. Enfin, c'est pas non plus tous les ménages qui habitent à l'Ontario et donc on a quand même ce résultat. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a finalement d'une certaine manière à gauche de l'Ontario, les provinces du bloc atlantique, alors pour des raisons de quantité de données que j'ai rassemblées dans le même ensemble, où là on a plus que 1 sur les déciles du bas, donc il y a plus de ménages moins nantis que en proportion que dans le reste du Canada, et moins que 1 en haut, moins de ménages moins nantis. Pareil pour le Québec, mais dans une moindre mesure, et puis finalement à l'opposé, et aussi d'une certaine manière, pour le bloc des prairies, c'est plus, on est proche du 1, il y a un peu moins de ménages les plus nantis, un peu plus au milieu de la distribution, et puis un peu moins en bas. Donc là, on a une représentation qui est un peu différente. Et puis pour l'Alberta et la Colombie-Britannique, là, on a clairement moins de ménages pauvres d'une certaine manière et plus de ménages aisés. Et l'intérêt, là, il y a à chaque fois une colonne qui manque. Et c'est, là, c'est le travail donc, de cette distribution finalement des ménages en fonction de leur revenus dans les différentes provinces, avant redistribution. Et donc la question, c'est est-ce que la redistribution change cette répartition des ménages si on fait le même travail avec le revenu consommé, donc pas le revenu disponible, le revenu consommé. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plutôt une exacerbation des différences. D'accord ? C'est-à-dire que là, on voit en bas la surreprésentation, elle a plutôt tendance à augmenter. Alors, ce n'est pas vrai pour le Québec. J'y reviendrai, c'est notamment par rapport à un système d'allocation sociale
qui est plus développé au Québec que dans les autres provinces. Mais dans le bloc atlantique, on voit qu'il y a plutôt une augmentation, et que ce soit au Québec ou dans le bloc atlantique, une exacerbation de cette sous-représentation des ménages les plus aisés. Et puis, si je prends l'autre extrême, dans l'Alberta, on a une légère diminution encore une augmentation de la sous-représentation, donc encore moins de ménages parmi les moins riches du Canada en revenus consommés, et une augmentation en haut de la distribution. Donc là, on a l'impression que la redistribution écarte les différences entre provinces. Alors, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux non plus, et je vais essayer de vous montrer un peu plus précisément d'où ça vient. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai pris déjà beaucoup de temps et que je vais sauter peut-être un certain nombre de choses que j'avais prévues qui n'étaient pas forcément essentielles pour arriver au principe du résultat de fond de l'analyse. Le résultat de fond de l'analyse, c'est de dire, il va falloir, le but est de voir comment on a ces redistributions, comment on a ces changements de revenus et de position dans la hiérarchie des revenus au Canada en fonction de différents paramètres. Et donc là, l'idée, c'est que je prends dans ce tableau la redistribution totale. Donc la redistribution totale, c'est le montant en dollars de la différence entre le revenu de marché et pension qu'on avait au début et le revenu consommé à la fin. Donc là, on a une différence entre les deux qui peut être positive si on est bénéficiaire net du système de redistribution, c'est-à-dire qu'on reçoit plus d'allocations qu'on ne paye d'impôts, et qui va être négatif si on paye plus d'impôts qu'on ne reçoit d'allocations. Ensuite, l'idée, c'est de décomposer cette redistribution en fonction des différents paramètres. Les différents paramètres qui vont intéresser ici, c'est la composition des foyers. Donc, est-ce que des ménages, des familles, est-ce que des familles, des familles avec un seul parent vont être plus contributeurs, moins contributeurs, etc. Par les provinces, et moi je vais vous montrer le résultat des différences provinciales, et en fonction du revenu évidemment, et en fonction de la situation géographique, est-ce qu'on habite dans une ville plus dense ou en milieu rural. Donc on décompose tout ça, mais on le décompose étape par étape. C'est-à-dire que la première colonne, ici, regarde de manière brute, sans regarder les compositions familiales, les revenus et le lieu d'habitation, regarde simplement la différence de redistribution globale moyenne entre les provinces. Et donc, ce qu'on observe ici, donc voilà. Donc ça, c'est la première. Je reviendrai sur les résultats après, une fois que ce sera clair, la différence entre ces colonnes. La deuxième, regarde, donc là, on montre les résultats aussi des différences entre provinces, mais quand on fait la décomposition aussi de la partie qui est due aux compositions familiales et aux lieux d'habitation. Et donc, du coup, il y a peut-être, s'il y a des différences de composition dans les provinces de composition familiale, on va extraire de la première colonne les différences entre provinces qui sont dues au fait qu'on n'a pas les mêmes compositions familiales entre les provinces. Et puis la troisième colonne, elle extrait aussi les différences de revenus. Et là, on va contrôler dans la troisième colonne aussi pour le niveau de revenu individuel des ménages. Un des points importants ici, c'est un peu technique, mais c'est important, c'est cette ligne du bas, qu'on appelle techniquement le R2, et qui se comprend assez bien, qui est la part de la variabilité de redistribution au niveau individuel, au niveau des ménages. Donc on a des ménages qui bénéficient de plus ou moins de redistribution, et on a une grande variabilité. Et c'est la part de cette variabilité qui est expliquée par les variables qu'on utilise ici pour l'expliquer. Et vous voyez que dans la première colonne, où on n'utilise que les provinces, eh bien, en fait, on explique une toute petite partie de la variabilité. C'est-à-dire qu'en fait, les différences entre ménages à l'intérieur d'une province sont infiniment plus importantes que les différences entre provinces. Quand on rajoute les compositions familiales, on explique un peu plus de cette variance, mais finalement pas beaucoup. Et en fait, la majeure partie de la variance, elle est expliquée par le revenu. Donc en fait, là, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas tant que ça de différence entre provinces dans le système de redistribution. Il y en a, mais il y a avant tout, c'est un système de redistribution qui dépend du revenu des ménages. Ce qui n'est pas très étonnant, mais on le retrouve de manière très forte ici. Alors, malgré tout, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de différence, enfin, les différences entre provinces sont beaucoup plus faibles que les différences
dues au revenu, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des différences entre provinces. Et elles ne sont pas négligeables pour autant. Et donc, ce qu'on observe, c'est que si on prend en brut, par exemple pour le Québec, on voit que un ménage québécois reçoit en moyenne 2 300 $ par an de plus de revenus ajustés via le système de redistribution. Mais ça, c'est principalement dû, pas tant aux compositions, parce que la deuxième colonne, on retrouve le même chiffre, mais c'est principalement dû au fait que, comme on l'a vu avant, en moyenne, les ménages québécois sont plus souvent, il y a plus de ménages moins aisés qui, en fait, vont plus être bénéficiaires du système de redistribution et moins de ménages aisés. Si on corrige pour cette différence qui est liée au revenu, ben en fait, une autre manière de dire, c'est à même niveau de revenu, en fait, un ménage québécois va moins être bénéficiaire du système de redistribution que l'Ontario. Là, ici, il faut toujours une référence. Ici, la référence est l'Ontario. Donc, en moyenne, un ménage québécois bénéficie plus du système de redistribution, mais c'est parce que en moyenne, il est moins aisé, parce qu'à même niveau de revenu, un ménage québécois va moins bénéficier du système de redistribution qu'un ménage ontarien. Et on a la même chose encore plus marqué, d'une certaine manière, pour le bloc atlantique, où on a 2300 de plus en moyenne pour un ménage du bloc atlantique, sans prendre en compte son niveau de revenu. À niveau de revenu égal, en fait, c'est 2000 € de moins de bénéfices du système. Et le bloc des prairies, donc pour la même raison, s'est rassemblé le Manitoba et le Saskatchewan. On a aussi la même chose, alors un peu moins marqué, mais aussi le même mécanisme, plutôt plus bénéficiaire, mais quand on prend en compte le revenu, à revenu égal, plutôt moins bénéficiaire. Et puis, bah, évidemment, s'il y en a qui sont dans ce sens-là, c'est que les autres sont dans l'autre sens, et c'est en particulier l'Alberta, qui est à peu près bénéficiaire du même niveau quand on ne prend pas en compte les revenus, mais en fait, il y a beaucoup de ménages plus aisés, et en fait, à revenu égal, un ménage de l'Alberta va plus bénéficier du niveau de redistribution qu'un ménage d'une autre province. Une autre manière aussi de voir ces différences de colonnes, c'est dire que la colonne numéro 1, quelque part, elle nous donne la différence de recettes par habitant. Et donc, surtout quand on va voir les impôts tout à l'heure, de pouvoir de financement des politiques publiques du fait de la province. Alors, sauf que ce n'est pas que des taxes provinciales, c'est aussi des taxes fédérales, donc c'est aussi la contribution des ménages de l'Alberta au budget fédéral et à leur budget provincial. Et donc, en fait, cette première colonne, on verra pour les taxes, mais on verra que, bah, du coup, les ménages de l'Alberta contribuent plus, d'une certaine manière, mais ils contribuent plus principalement parce qu'ils sont plus aisés, pas parce qu'ils ont un système plus redistributif. C'est un peu ça le ménage principal. Et puis, on a un peu la même chose pour la Colombie-Britannique. Donc ensuite, l'assurance emploi, on trouve il y a très peu de différences, en fait. Les seuls qui sont très différents, c'est le bloc atlantique. Pour les autres, il n'y a vraiment quasiment pas de différence. Et cette différence dans le bloc atlantique n'est pas dépendante du revenu. Donc, mais ça, ce n'est pas très étonnant parce que finalement, le bénéfice de l'assurance emploi, il n'est pas tant lié que ça aux revenus. Parce qu'en fait, les très bas revenus, l'assurance emploi, c'est plutôt le milieu de la distribution d'une certaine manière, parce que le bas de la distribution va peu en bénéficier pour différentes raisons, et le haut de la distribution aussi. Donc là, on a quelque chose qui ne dépend pas du revenu, et on a un peu plus, probablement parce qu'il y a le sous-jacent, le chômage est plus important, mais sinon, on a très peu de différence entre les différentes provinces. Alors, on arrive aux allocations sociales, et c'est là où je disais que là, il y a une différence qui est importante, et notamment particulière pour le Québec. C'est-à-dire que si on regarde ici, le Québec, là, on a des différences entre les colonnes qui changent, mais qui ne s'inversent pas, comme tout à l'heure, et comme vous allez voir, pour les impôts, ça s'inverse aussi. C'est-à-dire que là, on a... alors, et un autre point aussi, j'avais prévu ce point-là, c'est qu'il y a une très grande part de la variance qui ne vient pas des provinces, qui ne vient pas du revenu, mais qui vient de la composition. Ce n'est pas très étonnant, c'est-à-dire qu'on a des allocations sociales, principalement pour les ménages fragiles, ça va être les ménages avec des enfants, ça va être les ménages, certains ménages âgés, etc. Et donc, en fait, on a un système d'allocation sociale qui va être dépendant du revenu, mais aussi beaucoup
de la composition familiale. Et donc, c'est pour ça qu'on a, quand on met ce critère en jeu, on a une plus grande explication des différences. Mais cette plus grande explication des différences ne change pas, d'une certaine manière, les différences entre provinces. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, les différentes compositions expliquent une grande partie des différences d'allocation sociale, mais de la même manière, quelque part, dans les différentes provinces. Et puis ensuite, on a le revenu. Donc, au Québec, ce que je disais, alors évidemment, la dernière colonne a un chiffre plus faible que la première pour toujours les mêmes raisons, parce qu'on a quand même plus d'allocations sociales quand on est moins aisé. Et donc, effectivement, on va avoir un niveau brut d'allocation sociale qui va être plus élevé comparé à l'Ontario quand on regarde le Québec, que sans ajuster, sans contrôler pour le revenu, que quand on compare pour le revenu dans la dernière colonne. Mais on a quand même, globalement, on voit qu'on a un système au Québec qui est globalement plus redistributif, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans le bloc atlantique, probablement aussi pour des raisons, enfin pour différentes raisons, mais il y a un système provincial qui est différent et probablement aussi de tensions budgétaires. Et ensuite, finalement, ce qu'on observe, c'est qu'on a beaucoup de coefficients négatifs, c'est-à-dire que finalement, le Québec est la province dans laquelle les allocations sociales à revenus donnés sont les plus élevées, et puis la deuxième province, ça va être l'Ontario, ce qui fait que toutes les autres provinces vont être plus basses que l'Ontario. Mais finalement, on a l'Alberta qui est à niveau de revenus donnés, qui n'est pas si loin que ça de l'Ontario, en tout cas moins loin que la Colombie-Britannique ou le bloc atlantique. Si on regarde… Clément, le temps file. Est-ce que tu es capable de nous faire une petite synthèse? Ouais, parce que je vois qu'il reste quand même plusieurs diapos. Mais... Oui, mais je peux m'arrêter. En combien de temps, la synthèse? Peut-être un autre 3-4 minutes maximum. Puis après ça, on va essayer de voir. Je fais ça en 3 minutes. Donc, les impôts directs. Maintenant, je peux aller un peu plus vite parce que normalement, vous comprenez plus rapidement ce qu'il y a dans ces tableaux qui sont effectivement beaucoup de chiffres, mais si on comprend les chiffres, on comprend bien. Donc, les impôts directs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, on retrouve le renversement. Alors, on retrouve le fait que les impôts directs, c'est quelque chose qui est, un, très redistributif, deux, qui dépend principalement du revenu. Et on retrouve le renversement pour le Québec et ici pour le bloc atlantique, avec des impôts directs plus faibles en moyenne, mais en fait à niveau de revenus donnés qui sont beaucoup plus élevés que dans les autres provinces. Et puis le contraire en Alberta, où en moyenne il y a des impôts directs qui sont plus élevés, mais pas parce que le barème d'impôt est plus élevé, mais parce que les ménages sont plus aisés, parce qu'à niveau de revenus donnés, un ménage de l'Alberta va payer moins d'impôts qu'en Ontario et donc beaucoup moins qu'au Québec. Voilà. Et puis sur les taxes de vente, là on a moins de variations finalement en fonction du revenu, parce que justement ce qu'on disait, c'est que finalement en proportion du revenu, on a des taxes de vente qui sont beaucoup plus similaires finalement entre revenus, et là on a plus une séparation d'une certaine manière entre l'Est et l'Ouest du pays. C'est-à-dire que vous voyez que le Québec est très peu différent de l'Ontario. On a 76 $ de plus par an. Donc, ça nous fait du 5-6 $ par mois de plus en moyenne. Donc, c'est vraiment quelque chose de très faible. Il est plus élevé dans le bloc atlantique, mais par contre, il est beaucoup plus faible à la fois au Manitoba, Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Et donc là, sur les taxes de vente, on a vraiment une séparation d'une certaine manière, avec des taxes de vente plus élevées dans les provinces de l'Est et plus faibles dans les provinces de l'Ouest. Et donc là, normalement, j'ai fini et je peux essayer de conclure et de résumer un peu ces résultats-là. Et finalement, ce qu'on observe, c'est la redistribution, elle n'est pas si différente que ça entre provinces, et elle est surtout marquée par les revenus, et pour les allocations, les compositions familiales. Malgré tout, il y a un résidu de différence entre provinces, mais qui, d'une certaine manière, s'inverse selon qu'on considère le caractère contributif de la province. Et là, on a les provinces plus aisées qui, globalement, contribuent plus au budget de leur province et du pays,
et qui reçoivent moins d'allocations. Mais en fait, il y a du coup un pouvoir budgétaire qui est plus fort dans ces provinces et qui leur permet, pour un même niveau de revenus, d'avoir en fait moins d'impôts à revenus donnés et plus d'allocations sociales à revenus donnés dans ces provinces-là, avec une exception pour le Québec et pour les allocations sociales, où là, on a plus d'allocations sociales au Québec, même en prenant en compte le revenu. Donc voilà, j'ai finalement réussi à finir, je crois, dans les 3 minutes. Merci beaucoup, Clément. On a déjà quelques questions. Je vais commencer avec une question peut-être pour François et Camille. Pourquoi avoir débuté votre analyse en 1981 ou 1982 alors que la série de données disponible à Statistique Canada débutait en 1976? Je peux répondre à cette question-là rapidement. Je ne sais pas si on m'entend bien. Je pense que peut-être que je bug un petit peu. Non, ça va? Bien. OK, super. En fait, c'est que les séries du quotient Gini, puis les séries permettant de calculer l'indice de Palma commencent en 1976. Par contre, l'analyse par centile, donc la table des hauts déclarants de Statistique Canada, ne commence qu'en 1982, qui est également le moment où est-ce qu'ils ont commencé à récolter les données de la base administrative longitudinale, le LAD en anglais. Donc, on a commencé en 1982 pour avoir une analyse qui se suivait sur les 2 plans. Donc, si on commençait en 1976 pour une partie puis 1982 pour une autre, on n'aurait pas des résultats qui seraient comparables. Donc, c'est par souci de comparabilité. J'ai une question, puis je pense qu'elle peut s'appliquer à chacun d'entre vous, mais en tout cas peut-être François et Clément. Là, pour la source de vos données, peut-être répéter la source de comment vous faites pour établir le revenu. Est-ce que c'est le rapport d'impôt personnel, etc. là? Camille, veux-tu répondre à cette question-là aussi? Absolument. Dans le premier rapport qu'on vient tout juste de publier, nos données, personnellement, l'analyse par centile provient vraiment de la table des déclarants à haut revenu de Statistique Canada qui permet de faire une analyse ventilée de la distribution des revenus. Ces données-là, je crois, je ne veux pas m'aventurer, mais je crois qu'elles sont extraites de la base de données longitudinales qui, elles, sont tirées des retours d'impôts. Là, ils gardent un 20 de la population canadienne, puis ils l'étudient. Je pense que je m'arrêterai là pour ça. Parfait. Clément? Oui, alors effectivement, j'ai l'impression en regardant que les diapos ne marchaient pas trop au début. Donc effectivement, j'avais essayé de l'expliquer au début. Donc oui, alors les sources, c'est des sources appariées. Pour ce qui concerne les revenus, c'est effectivement les déclarations effectives des revenus. Et pour les taxes directes aussi, à l'exception de la taxe foncière, qui, elle, est réimputée en lien avec la consommation. Et ensuite, la consommation et les taxes de vente, elles, c'est pas les déclarations de revenus, c'est une enquête. Donc, c'est l'enquête sur j'avais le nom exact. Je ne sais pas si c'est pas forcément très, très important. Donc, c'est une enquête. Et voilà. Donc, j'ai répondu. Oui, je crois que j'ai répondu. Reste sur la diapo où on compare tous les types de revenus, là, diapo suivante, je crois. Bon. Il y a justement quelqu'un qui nous pose la question, parce que tu as évoqué à un certain endroit que les taxes à la consommation avaient plus une nature régressive et les taxes, l'impôt sur le revenu plus une nature de nature progressive. Et il y a quelqu'un qui pose la question, les crédits d'impôt pour TPS et le crédit d'impôt pour la solidarité au Québec, il se situe où là-dedans? Est-ce qu'il ne devrait pas être situé entre le revenu disponible et le revenu consommable? C'est pas moi qui ai écrit ça, je te promets. Parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de discussions régulièrement sur ce sujet-là. Alors là, il y a l'idée que c'est dans l'esprit, dans le principe de la politique de ces crédits-là, c'est effectivement de compenser la régressivité des taxes de vente. Et donc, dans l'esprit, c'est associé à une moindre régressivité de ces taxes de vente. En pratique, pour les opérer, ce n'est pas quelque chose qui est proportionnel à la consommation. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir plus de crédit parce que vous allez plus consommer ou moins de crédit parce que vous allez moins consommer. C'est un crédit qui est apporté et qui est même
véhiculé d'une certaine manière dans l'impôt sur le revenu. Donc, après, on peut, dans la manière de l'interpréter, dire il faut l'associer à l'un ou à l'autre. En pratique, dans la base de données, il est entre le revenu total et le revenu disponible. Et donc, effectivement, il a comme effet d'une certaine manière, dans la mesure, il est mesuré comme un renforcement de la progressivité des taxes directes et pas comme une diminution de la régressivité des taxes de vente. C'est une raison technique. Après, bon, on peut en débattre. Et ce que je disais, c'est que le point n'est pas de dire les taxes de vente c'est mal et les taxes directes c'est bien. La question de la progressivité, justement, il faut la voir dans son ensemble. Et donc, on voit bien aussi qu'il peut y avoir un certain nombre d'outils fiscaux qui vont, à travers un des deux, compenser l'effet de l'autre. Et je pense que c'est typiquement le principe de ces crédits de taxes de vente. Parfait, merci. D'ailleurs, la personne disait, parce que dans la logique ultime, si la TPS était abolie, le crédit de TPS serait sûrement aboli aussi. Et donc, tout à fait. C'est ça, il y a un arbitraire un peu. C'est bon. Dernier, c'est plus un commentaire. Les gens, quelqu'un a dit que c'était très instructif et mentionnait que le patrimoine était quand même peu étudié. Là, est-ce que ça devrait faire l'objet d'une étude complémentaire? Plus analyser la richesse que le flux de revenus. Là. Oui, je pense que c'est un bon point. Le revenu, c'est une partie de l'équation. La richesse, le patrimoine, c'est l'autre partie de l'équation. Le problème avec les données sur le patrimoine, c'est qu'elles sont pas aussi fiables que les données sur le revenu. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut juste dire que c'est des données qui sont moins solides et robustes que ce qu'on peut faire quand on fait une analyse sur la base des revenus. Merci. Il y avait d'ailleurs un petit commentaire que j'avais passé à travers votre source de données pour le revenu tout à l'heure. Il y avait quelqu'un qui disait, dans le contexte canadien où les professionnels ont pu s'incorporer, certains utilisent des fiducies, est-ce que le revenu que vous avez analysé, même le 1 là, ou le 1/10 de 1 est-ce que ce revenu-là n'est pas encore sous-estimé dans la mesure où ils ont d'autres véhicules qui pourraient faire en sorte que l'impôt croître à l'intérieur d'une société, par exemple, plutôt que dans les mains propres? Là, tu viens de mettre la table sur notre prochaine étude qui montre justement qu'on a à peu près 15% du revenu gagné qui ne sont pas incorporés dans ce qu'on appelle les comptes nationaux standards. Et donc, l'étude qu'on va publier d'ici Noël, basée sur les comptes nationaux distributifs, suivant l'approche qui a été novatrice là, de Thomas Piketty, on va présenter ces chiffres-là avant Noël pour la première fois pour le Québec et pour la première fois sur une base de revenus disponible. Ça n'a pas été fait pour l'instant parce que le laboratoire, quand fait ses analyses, le fait sur le revenu de marché et le fait sur le revenu de marché et le fait pour des juridictions nationales, pour des pays. Donc, on va être les premiers à le faire sur une base de revenus après impôt, après transfert et pour le Québec. Et on va voir si ne pas inclure ce revenu-là exacerbe ou diminue les inégalités. Nous, on a déjà une partie de la réponse, mais on va garder ça pour Noël. J'espère que ça va être un cadeau de Noël, effectivement. Alors, merci à vous trois pour ces présentations-là. Les gens ont beaucoup apprécié. Je dis également merci aux gens qui se connectent pour nous écouter comme ça. Il n'y a plus de midi-conférence en octobre, mais il y en aura minimum 3 en novembre, dont le lendemain de la mise à jour économique du ministre Girard. On sait déjà là, que le 7 novembre prochain, le ministre des Finances va faire une mise à jour de ses prévisions économiques. Il y aura donc au moins un midi-conférence cette journée-là et je vous invite à rester connectés avec nous pour nos prochaines activités. Alors, merci à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.